quotidien de la cartographe. Une femme pourrait-elle bâtir toute sa carrière sur un mensonge et, malgré cela, mériter d'être aimée? Nous étions en 1887, et la Royal Geographical Society de Londres n'avait jamais, en ses 112 années d'existence, admis une femme. Ce fait n'était pas simplement une règle. C'était une architecture, tissée dans la pierre du bâtiment, dans les rituels de la salle de conférence, dans la grammaire même des lettres que ses membres échangeaient. Et pourtant, à l'automne de cette année-là, son jeune membre le plus célébré avait passé les 4 derniers mois à correspondre avec une cartographe à Vienne dont les cartes de l'intérieur ottoman étaient si précises, si lumineusement détaillées, que 3 équipes d'expéditions distinctes avaient demandé son travail nommément. Son nom, bien sûr, était le problème. Elle avait signé chaque lettre, chaque article, chaque relevé annoté sous le nom de Voss. Des initiales uniquement. La société avait supposé, comme elle le faisait toujours, que des initiales désignaient un homme. La cartographe avait 31 ans, fille d'un arpenteur qui lui avait appris à lire la topographie avant qu'elle ne puisse lire des phrases, et elle s'était cachée derrière ces 2 lettres pendant 9 ans. Non par honte. Par stratégie. Elle avait appris très tôt que le monde ne prendrait pas son travail au sérieux s'il savait que ses mains l'avaient dessiné, alors elle s'était rendue invisible au sein de son art, et son art était devenu suffisamment brillant pour voyager sans elle. Le membre de la société avait 34 ans, géographe de formation et voyageur par compulsion, le deuxième fils d'une famille du Shropshire qui s'attendait à ce qu'il gère leur domaine et qui avait été silencieusement horrifié lorsqu'il avait choisi, au contraire, de passer ses 20 ans à cartographier des systèmes fluviaux en Anatolie. On le connaissait dans les couloirs de la société pour son exigence, son goût de la précision et son incapacité presque constitutionnelle à accepter un travail auquel il ne faisait pas confiance. Il avait fait l'éloge de Voss lors d'une conférence devant ses collègues. Il avait qualifié les cartes de Vienne d'une forme de génie. Il arriva à Vienne en octobre pour commander de nouveaux travaux pour une prochaine expédition sur le Nil. Il s'attendait à rencontrer un érudit. Il la rencontra à la place, dans son atelier au-dessus d'une horlogerie, entouré d'instruments de dessin et de piles de notes de relevé, de l'encre sur les doigts et une expression sur le visage qui lui dit, en l'espace de 2 secondes, qu'elle s'attendait à ce que cette rencontre se passe mal. Elle n'avait pas prévu de le tromper en personne. Elle avait prévu de lui dire immédiatement. Elle l'avait répété. Mais il entra en faisant déjà confiance à Voss, déjà reconnaissant, et les mots qu'elle avait répétés se dissipèrent, et elle dit seulement qu'elle était son assistante, qu'elle gérait la correspondance pendant que Voss voyageait. Elle transmettrait la commande. Ce fut la pire décision de sa vie, et elle l'a pris en 3 secondes, et elle passerait l'année suivante à en payer le prix. Il revint l'après-midi suivant avec des questions. Il revint le jour d'après avec davantage. En une semaine, il arrivait le matin avec du café et une discussion sur la pente des rivières, et elle lui répondait avec toute la force de tout ce qu'elle savait, qui était considérable, et il la regardait d'une manière dont elle n'avait jamais été regardée auparavant. Non pas avec condescendance. Avec reconnaissance. C'était enivrant et terrifiant, et il était déjà trop tard. En novembre, ils travaillaient ensemble chaque jour. En décembre, elle avait dessiné 3 cartes de relevé préliminaires pour l'expédition tandis qu'il observait, posant des questions auxquelles elle répondait les mains encore en mouvement. En janvier, il lui avait dit, doucement, lors d'un dîner dans un café près de la Stephansdom, qu'il pensait. Quelle était la personne la plus remarquable qu'il avait rencontrée en une décennie de voyage? Il ne parlait pas à Voss. Il lui parlait à elle. À la femme qui prétendait être l'assistante. Étageux. Voss, assise en face de lui avec sa fourchette encore à la main, ressentit le froid particulier d'un mensonge devenu assez grand pour avoir sa propre gravité. Elle craignait une chose précise, et elle la craignait depuis 9 ans, que son travail, s'il lui était correctement attribué, soit reclassé. Non pas rejeté d'emblée, peut-être, mais discrètement déplacé de la catégorie de contribution sérieuse à celle de réalisation charmante, comme on parle d'une femme qui joue du piano avec grâce, comme si la beauté était le plafond de ce qu'elle pouvait accomplir. Elle avait construit Voss pour échapper à ce reclassement, et désormais Voss était devenu le mur entre elle et la seule personne qui ait jamais regardé son travail et ressenti, elle le soupçonnait, quelque chose de proche de ce qu'elle ressentait en le créant. Lui avait sa propre peur, qu'elle ne connaissait pas encore. Il avait passé sa carrière à refuser que les sentiments personnels compromettent le jugement professionnel,
parce qu'il avait vu son père ruiner 3 relations d'affaires par sentimentalité, et il avait décidé à 22 ans qu'il choisirait toujours la justesse plutôt que le confort. Il s'était forgé une réputation là-dessus. Il en était fier. Cela l'avait aussi rendu solitaire d'une manière qu'il avait cessé d'examiner. En février, elle le lui dit enfin. Non parce qu'elle avait rassemblé du courage, mais parce que le calendrier de l'expédition avait été avancé, parce que la société demandait un contrat formel avec Voss, et parce que poursuivre la fiction l'obligerait à inventer un homme et à le maintenir par correspondance pendant encore 8 mois. Ce qu'elle ne pouvait pas faire. Elle le lui dit un mardi après-midi, dans l'atelier, sans préambule, parce qu'elle avait appris entre-temps qu'il réagissait mal aux longues introductions. Elle lui dit que Voss, c'était elle. Que ça l'avait toujours été. Que chaque carte qu'il avait louée, chaque technique qu'il avait décrite comme innovante, chaque relevé qui avait permis à 3 équipes d'expédition de traverser des territoires inconnus en toute sécurité, avait été dessinée par la femme qu'il traitait comme une assistante. Il resta silencieux longtemps. Quand il parla, il dit qu'il avait besoin de réfléchir, et il partit. Elle n'eut pas de nouvelles de lui pendant 9 jours, ce qui fut, comme elle le décrirait plus tard à sa sœur dans une lettre, les 9 jours les plus instructifs de sa vie, car elle découvrit durant ce temps qu'elle avait attendu, sans en être pleinement consciente, que quelqu'un ait la possibilité de la juger honnêtement et choisisse de le faire. Elle avait construit Voss pour se protéger du rejet, et ce faisant, elle avait rendu le rejet réel impossible. Elle avait été en sécurité et elle avait été seule, et elle avait confondu ces 2 états pendant près d'une décennie. Lui, pendant ces 9 jours, procédait à son propre examen intérieur. Il était en colère, puis il avait honte de sa colère, puis il était de nouveau en colère. Il se sentait trompé. Il reconnut aussi, lorsqu'il s'assit et se força à être précis à ce sujet, qu'il n'avait été trompé sur rien d'essentiel. Le travail était réel. Les conversations étaient réelles. Sa réaction à son esprit avait été réelle. Ce qui avait été trompé, c'était une supposition qu'il avait portée sans l'examiner, que Voss était un homme, ce qu'on ne lui avait jamais dit, qu'il avait seulement déduit, et cette déduction était une construction de sa part, bâtie sur l'architecture d'une société qui n'avait jamais remis en question qui était autorisé à avoir un nom. Il revint le 10e jour. Il lui posa 3 questions sur le relevé du Nil, des questions techniques, du genre qu'il aurait posé à Voss. Elle y répondit comme Voss l'aurait fait, parce qu'elle était Voss, et il hocha la tête, puis dit, très doucement, qu'il avait parlé à 2 collègues du contrat de l'expédition et que, si elle y consentait, il comptait le soumettre sous son nom complet et informer la société, formellement, de qui avait produit les cartes de Vienne. Elle lui demanda ce qu'il pensait qu'il se passerait. Il dit qu'il pensait qu'il y aurait de la résistance, et que cette résistance serait surmontée, parce que le travail était indéniable et qu'il avait passé 2 ans à bâtir suffisamment de crédibilité au sein de la société pour imposer la question. Il dit que ce serait un combat. Il dit qu'il croyait que c'était un combat qui valait la peine d'être mené. Elle lui demanda pourquoi. Il dit que parce que le travail méritait d'exister avec son nom à elle dessus, et parce qu'il pensait qu'il pouvait être amoureux d'elle, et que ces 2 choses n'étaient pas séparées. Elle lui dit qu'elle était reconnaissante, et qu'elle pensait qu'elle pouvait aussi être amoureuse de lui, et qu'elle n'était toujours pas certaine que la société survivrait à l'information. Il dit que, selon lui, c'était le problème de la société. Le printemps fut difficile. Sa lettre officielle au comité d'adhésion de la société provoqua 3 semaines de correspondance conflictuelle. 2 membres seniors retirèrent leur soutien à l'expédition. L'un écrivit une lettre à un journal qui fut, rétrospectivement, le type d'opposition qui clarifie un débat plutôt que de le gagner, car ses partisans, plus nombreux que quiconque ne l'avait prévu, l'utilisèrent comme catalyseur. La société ne s'effondra pas. Elle se plia, puis elle se maintint dans une nouvelle forme. En juin, le contrat de l'expédition fut signé sous son nom complet. En juillet, elle fut invitée à présenter sa méthodologie dans la série de conférences d'automne, ce qui n'était pas la même chose que l'adhésion, mais constituait une ouverture qui n'existait pas auparavant. En août, elle et le géographe voyagèrent ensemble dans les Alpes suisses, nominalement pour mener une étude du mouvement glaciaire, et passèrent une grande partie de ce voyage à parler de tout sauf des glaciers. Ils se marièrent à Vienne au printemps 1889, dans le quartier de l'Horloger, assez près de son atelier pour qu'elle puisse voir la fenêtre depuis les marches de l'église. Il la demanda en mariage dans l'atelier, entourée de ses outils de dessin,
ce qui lui sembla être l'endroit correct, celui qui lui appartenait le plus honnêtement. Elle accepta immédiatement, ce qui le surprit légèrement, car il s'attendait à ce qu'elle y réfléchisse plus longtemps. Elle lui dit qu'elle y pensait depuis février. L'expédition du Nil produisit cette carte, tout attribuée conjointement, tout ensuite utilisée par 4 organisations géographiques distinctes dans 3 pays. La société admit sa première femme membre en 1913, 24 ans plus tard, un délai qui ne fut pas aussi long qu'il aurait pu l'être, en partie parce que la question avait été forcée, formellement et publiquement, en 1888, par un géographe du Shropshire et une cartographe de Vienne qui avaient refusé, ensemble, de laisser la réponse enfouie sous 2 initiales. Elle conserva le nom Vos dans sa correspondance personnelle pour le reste de sa vie. Non pas pour se cacher. Parce que c'était son premier nom, celui qu'elle s'était donné à 22 ans lorsqu'elle avait eu besoin d'un endroit où mettre tout ce qu'elle savait. Elle y avait grandi, puis elle l'avait dépassé, puis elle s'était mariée et avait eu un mari qui l'appelait par son nom complet chaque matin comme s'il s'agissait d'une sorte de cérémonie, ce qu'elle avait fini par comprendre qu'il était. Les cartes existent toujours. Plusieurs d'entre elles sont conservées dans les archives de la Société à Londres, correctement attribuées, dans une antichambre ajoutée au bâtiment en 1921, dans une aile financée en partie par une dotation qu'elle avait créée avant de mourir, parce qu'elle croyait que les pièces comptent, et que l'architecture du monde n'est pas figée, et que quelqu'un, toujours, doit être prêt à tracer. Le nouveau méridien. Avez-vous apprécié l'histoire d'aujourd'hui? Restez encore un instant. Dites-nous en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous? Ce message vous a-t-il touché? Et si vous avez des idées pour de prochaines histoires, partagez-les, votre suggestion pourrait devenir notre prochaine vidéo. Laissez un like si ce message vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous pensez que quelqu'un pourrait apprécier ce message, partagez-le. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description. Certains sont affiliés, ce qui nous aide sans coût supplémentaire. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt pour une prochaine vidéo.